Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur RGDE Nouvelles, l'info sans détour, une analyse objective. Nous sommes le vendredi 10 octobre 2025 et ce bulletin vous propose un regard éclairé sur l'actualité qui façonne Haïti et les communautés haïtiennes à travers le monde. Politique, économie, culture et enjeux majeurs, nous couvrons ce qui compte vraiment. Notre premier segment politique et sécurité se penche sur la double réalité qui définit aujourd'hui la crise haïtienne. D'un côté, les efforts institutionnels pour restaurer l'autorité de l'État et projeter une image de contrôle. De l'autre, une violence persistante et décentralisée qui défie frontalement cette même autorité, tant dans la capitale qu'en province. Voici les grands titres que nous allons développer. Retour symbolique de l'État. Le Conseil des ministres se réunit au Palais national, mais sous haute tension alors que des tirs éclatent au Champ de Mars. Soutien international et scepticisme. Les États-Unis livrent des véhicules blindés et durcissent leur ton. Mais un ancien diplomate tempère les espoirs d'un déploiement rapide de la force anti-gang. La terreur hors de la capitale. Le gang Grand Griffe mène une attaque meurtrière à Liancourt, dans l'Artibonite, rappelant l'étendue de la crise sécuritaire. Voici le développement de ces titres. La semaine a été marquée par une tentative du gouvernement de réaffirmer son autorité au cœur même du pouvoir républicain. La tenue d'un conseil des ministres au Palais national pour la première fois en 18 mois revêt une importance à la fois stratégique et hautement symbolique. C'est un acte politique fort destiné à montrer que l'État reprend pied dans des zones contestées par les gangs armés. Au cours de cette réunion qui s'est tenue ce jeudi 9 octobre sous la présidence de Leslie Voltaire, en l'absence du coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, plusieurs décisions majeures ont été prises. Le gouvernement a adopté le budget pour l'exercice 2025-2026 s'élevant à 345 milliards de gourdes, avec un accent clair sur la sécurité et l'éducation. Dans un geste politique significatif, les décrets relatifs à la conférence nationale et au référendum constitutionnel ont été abrogés, indiquant une volonté de prioriser l'organisation des élections. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a déclaré, et je cite, « L'État haïtien se redresse pas à pas avec calme, courage et détermination. Nous reprenons le contrôle de notre capitale et nous rendons à notre peuple la sécurité et la dignité qu'il mérite. » Pourtant, cette démonstration de force institutionnelle s'est heurtée à une réalité brutale et immédiate. À peu près au moment où le Premier ministre déclarait que l'État reprenait le contrôle, des tirs nourris éclataient aux abords du palais, opposant les forces de l'ordre à la coalition Vivre Ensemble. Loin d'être intimidé, son chef Jimmy Cherizier a revendiqué l'attaque, envoyant un message sanglant et affirmant en substance que sans la volonté de son association, l'État ne pourrait contrôler le centre-ville. Pour ajouter à ce climat de défi, 2 véhicules blindés de la Banque de la République d'Haïti, BRH, ont été attaqués et criblés de balles le même jour dans cette même zone. Cette situation précaire sur le terrain renforce les appels à une intervention internationale, une aide qui fait elle-même l'objet d'intenses débats. La réponse internationale à la crise haïtienne oscille entre un soutien matériel tangible, un durcissement du discours diplomatique et des doutes persistants sur le calendrier et l'efficacité d'une intervention armée. L'appel à l'aide se fait de plus en plus pressant. Depuis la Floride, le président du Conseil présidentiel, Laurent Saint-Cyr, a exhorté la communauté internationale à accélérer le déploiement de la force de répression des gangs, la FRG, jugeant cette aide indispensable pour organiser les élections avant la fin du mandat de la transition, le 7 février 2026. On dirait que c'était une réponse concrète plutôt à cette demande de soutien
Eh bien, les États-Unis ont livré 20 véhicules cette même semaine, 20 véhicules blindés destinés à la FRG et à la police nationale d'Haïti. Sur le plan diplomatique, le ton se durcit. L'ambassadeur américain auprès des Nations Unies, Mike Waltz, a annoncé un tournant stratégique vers une approche plus offensive, qualifiant la situation en Haïti de risque pour la sécurité régionale et même pour les côtes américaines. Cependant, ces promesses et ces livraisons sont confrontées à une analyse plus sceptique. L'ancien chargé d'affaires américain en Haïti, Luis Moreno, offre un contrepoint réaliste qui tempère l'optimisme. Selon lui, les obstacles logistiques et le manque d'engagement ferme des pays contributeurs rendent toute intervention improbable à court terme. Il avance surtout 2 points critiques, le délai de déploiement et numéro 2, la responsabilité haïtienne. Que veut-il dire par là? Il estime qu'aucune présence effective de la force sur le terrain n'est à attendre avant au moins 6 mois. Il ne faut pas espérer avoir une force, selon lui, pas avant au moins 6 mois. Deuxièmement, responsabilité haïtienne, il insiste. Nous parlons de Luis Moreno. Je ne suis pas sûr que cela engage le gouvernement américain en tant que tel, vous voyez. Donc l'administration de Trump ou bref, tous les détails qui entourent cette volonté d'envoyer la force. Mais Luis Moreno insiste sur le fait que la solution durable ne peut venir de l'étranger et que la responsabilité première de la sécurité revient à l'État haïtien. Pendant que la communauté internationale débat et que les autorités haïtiennes tentent de reprendre le contrôle, la violence continue de faire des victimes dans d'autres régions du pays. Notre dernier reportage illustre une extension alarmante de la crise sécuritaire qui frappe désormais au cœur de l'Artibonite, une région non seulement densément peuplée, mais aussi vitale pour l'économie du pays. Cette propagation démontre que des zones entières restent sous l'emprise des gangs armés qui y sèment la terreur en toute impunité. Les faits se sont déroulés ce jeudi 9 octobre à Liancourt. Des membres du gang Grand Griffe y ont mené une attaque brutale contre la population locale. Le bilan humain est tragique. Au moins 2 personnes ont été tuées, dont un enseignant nommé Alder Bélizer et plusieurs autres ont été blessés par balle. Cet événement tragique est un rappel brutal des défis immenses qui attendent les autorités haïtiennes et la communauté internationale pour restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Madame, Monsieur, c'est la fin du premier segment de nouvelles. Restez branchés, nous vous reviendrons après la pause. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à RGDE Nouvelles, l'info sans détour et une analyse objective. Nous sommes le vendredi 10 octobre 2025. Voici les principaux titres qui seront développés à ce deuxième segment de nouvelles. Affaire de corruption présumée. L'ex-directeur de l'immigration, Stéphane Vincent, face au juge, nie en bloc les accusations de l'ULCC qu'il qualifie de partiales et plaide pour une réforme en profondeur de l'institution. Justice en état d'urgence. Le rapport annuel du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dresse un diagnostic sévère du système judiciaire haïtien, miné par des obstacles systémiques et un manque criant de moyens. Nous ouvrons ce segment avec un dossier qui touche au cœur de l'administration publique et de la lutte contre la corruption en Haïti. L'enquête visant l'ancien directeur de la direction de l'immigration et de l'émigration, Stéphane Vincent, constitue un test majeur pour les institutions judiciaires du pays. Elle met en lumière non seulement des allégations graves contre un haut fonctionnaire, mais aussi les tensions profondes qui traversent les appareils de contrôle de l'État. Les faits remontent à ce mercredi 8 octobre.
l'ex-directeur de la DIE, Stéphane Vincent, a été auditionné par le juge d'instruction Walter Wesser-Voltaire. Cette audition s'inscrit dans le cadre d'une enquête menée par l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, sur des faits présumés de corruption qui se seraient déroulés durant son bref mandat à la tête de l'institution entre les mois de septembre et novembre 2024. Assisté de son avocat, Maître Gerby Blaise, Stéphane Vincent a rejeté en bloc toutes les allégations portées contre lui. Il a vivement critiqué la méthodologie de l'ULCC, qualifiant son enquête de partiale et exclusivement à charge. Au-delà de la simple dénégation, M. Vincent a profité de son audition pour se positionner en réformateur. Il a plaidé pour une refonte structurelle de la direction de l'immigration et de l'émigration, proposant notamment une meilleure interconnexion des bases de données de l'institution avec celle de la Direction générale des impôts DGI. Selon lui, une telle mesure serait un outil efficace pour contrer les fraudes, notamment la production de documents non enregistrés. Face à cette ligne de défense, la perspective de l'ULCC et de certains observateurs offre un contrepoids saisissant. La gravité des révélations contenues dans les rapports de l'unité de lutte contre la corruption est soulignée, évoquant des pratiques de corruption qui seraient systémiques au sein de la DIE, en particulier dans le processus de fabrication des passeports. Pour faire toute la lumière sur ces irrégularités potentielles, l'ULCC a formulé une recommandation clé: la tenue d'un audit approfondi, à la fois financier et informatique, de la gestion de la DIE pour la période spécifique du 23 septembre au 25 novembre 2024. Cet audit est considéré comme essentiel pour faire toute la lumière sur ces allégations et établir les responsabilités. Mais au-delà des spécificités de ce dossier, une question fondamentale se pose. Le système judiciaire haïtien est-il seulement en état de mener de telles enquêtes? Un rapport récent du CSPJ offre une réponse pour le moins inquiétant. Pour bien comprendre les défis d'un dossier complexe comme celui de la direction de l'immigration, il est essentiel d'analyser l'état général de l'appareil judiciaire dans lequel il évolue. Le rapport annuel 2024-2025 du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, rendu public récemment, offre une perspective cruciale. Le document dresse ce qu'il qualifie lui-même de constat alarmant, révélant un système en état d'urgence. Le rapport du CSPJ met en évidence plusieurs barrières culturelles qui entravent un accès équitable à la justice pour l'ensemble des citoyens haïtiens. Parmi les principaux obstacles identifiés, on retrouve la barrière de la langue, les freins économiques et les inégalités de genre. La barrière de la langue. L'usage exclusif du français dans les procédures judiciaires constitue un frein majeur dans un pays où la majorité de la population est créolophone. Les freins économiques maintenant. Les coûts souvent élevés des procédures judiciaires représentent un obstacle rédhibitoire pour une grande partie de la population. Et les inégalités de genre, le rapport pointe également des freins spécifiques liés au genre, qui limitent l'accès des femmes à une justice équitable. Madame, Monsieur, au-delà de ces obstacles, le rapport décrit une justice sur des béquilles, forcé d'opérer dans un contexte d'une extrême fragilité. L'insécurité chronique, le manque criant de ressources et les délocalisations forcées de certaines juridictions pour fuir la violence des gangs paralysent son fonctionnement. Malgré ce tableau sombre, le document souligne la résilience d'un système qui, contre vents et marées, a tenté de maintenir ses activités au cours de l'exercice écoulé. Ce contexte de paralysie opérationnelle jette une ombre sur la capacité du système à mener à bien des enquêtes financières complexes et à haute visibilité
telles que celles visant la direction de l'immigration. Madame, Monsieur, c'est la fin du deuxième segment de nouvelles. Restez branchés, nous vous reviendrons dans un instant. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à RGDE Nouvelles, l'info sans détour et une analyse objective. Nous sommes le vendredi 10 octobre 2025. Voici les titres que nous développerons dans ce troisième segment de nouvelles. Le budget national 2025-2026 adopté. Le gouvernement donne son aval à un budget de 345 milliards de gourdes axé sur la sécurité et la stabilisation économique. Signe de redressement économique. Le ministère des Finances se montre satisfait des résultats de l'exercice fiscal précédent, évoquant une meilleure collecte des revenus et une plus grande rigueur dans les dépenses. Tension sociale et pause fiscale. Face à la colère des ouvriers, l'État suspend le prélèvement d'une taxe sur les salaires dans la zone franche de la Côte-des-Vie. L'adoption du budget national est un moment clé de la vie politique et économique. Mais cette année, l'événement revêt une importance symbolique particulière. En tenant le Conseil des ministres au Palais national, au cœur de Port-au-Prince, après des mois où l'accès au centre-ville était un défi sécuritaire majeur, le gouvernement envoie un message fort, celui de la réappropriation des lieux de pouvoir et de la restauration progressive de l'autorité de l'État dans la capitale. Le budget de l'exercice fiscal 2025-2026 a été voté hier, jeudi 9 octobre. D'un montant total de 345 milliards de gourdes, il a été adopté en présence du Premier ministre, M. Alix Didier Fils-Aimé, et des membres du Conseil présidentiel de transition. Ce document financier est conçu pour servir 4 priorités stratégiques nationales jugées essentielles pour l'avenir du pays. Restauration de la sécurité publique, organisation d'élections inclusives et démocratiques, stabilisation des indicateurs macroéconomiques et amélioration durable des conditions de vie de la population. Pour atteindre ces objectifs, les dépenses ont été allouées à des secteurs jugés prioritaires. Le tableau suivant que je vais considérer avec vous illustre cette répartition. Donc vous avez d'une part les salaires qui représentent 35% du budget. Et en termes d'allocation, cela couvre l'intégration de 4 nouvelles promotions de policiers et de 2500 soldats, ainsi que l'annualisation des crédits pour les ministères de l'Éducation et de la Police nationale. Sécurité publique et élections, 16% de ce budget. Un investissement direct dans les 2 priorités absolues de la transition. Ramener l'ordre dans les rues et redonner la parole aux citoyens par des élections. Et enfin, éducation, 15%. J'ai dit enfin, ce n'est pas les seuls points, vous comprendrez, ça ne fera pas 100%. Donc cette enveloppe confirme le statut de ce secteur comme une priorité nationale essentielle pour le développement à long terme du pays. Au-delà de ces grandes masses, le budget prévoit également des mesures spécifiques pour le secteur économique visant à soutenir la production locale, à protéger les entreprises qui investissent en Haïti et à ajuster l'application du Code général des impôts, répondant ainsi aux demandes des chambres de commerce et d'industrie. Le gouvernement a précisé que ce budget sera financé à 70% par les recettes collectées par les administrations fiscales et douanières. Fait notable et important à souligner, aucune nouvelle mesure fiscale ou douanière n'est prévue. Ce budget ambitieux mise sur les propres capacités de collecte de l'État, une confiance qui s'appuie sur les résultats encourageants de l'année fiscale écoulée. En effet, Madame, Monsieur, l'optimisme prudent du gouvernement pour l'année à venir prend racine dans le bilan de l'année fiscale 2024-2025.
Malgré une conjoncture que tous s'accordent à qualifier de difficile, le ministère de l'Économie et des Finances a récemment fait état de plusieurs signes positifs de redressement. Le ministère se montre satisfait de l'exécution du budget précédent, une amélioration attribuée à une meilleure performance dans la collecte des revenus et à une plus grande rigueur dans le contrôle des dépenses publiques. Cependant, si les grands équilibres macroéconomiques semblent s'améliorer, l'application de la politique fiscale sur le terrain se heurte à des réalités sociales complexes. Le cas de la zone franche de la Codévi illustre parfaitement le dilemme auquel le gouvernement est confronté. La nécessité d'accroître les recettes de l'État pour financer ses priorités sans pour autant provoquer des troubles sociaux. La promesse du budget de n'instaurer aucune nouvelle taxe est mise à l'épreuve par la perception sur le terrain. Face à ce dilemme, et pour apaiser une situation sociale explosive, le gouvernement a dû faire un pas en arrière. Il a annoncé avoir mis sur pause le prélèvement de la taxe sur les salaires qui a provoqué la colère des ouvriers de la Codévi. Dans le Nord-Est, cette mesure présentée comme une régularisation fiscale a eu un impact immédiat. Depuis le 6 octobre, la compagnie, propriété du conglomérat Grupo M, était paralysée par un vaste mouvement de protestation. Les ouvriers et les syndicats refusaient cette nouvelle ponction sur leurs revenus. Cet événement démontre une fois de plus la complexité de la gouvernance économique en Haïti, où les décisions stratégiques nationales ont des répercussions immédiates et profondes sur le quotidien et la stabilité sociale de la population. Madame, Monsieur, c'est la fin du 3e segment de nouvelles. Restez branchés, nous vous reviendrons après la pause. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à RGDE Nouvelles, l'info sans détour et une analyse objective. Nous sommes le vendredi 10 octobre 2026. Voici les principaux titres qui seront développés à ce 4e segment de nouvelles. La crise humanitaire des enfants en Haïti atteint un seuil critique. Un rapport alarmant de l'UNICEF dresse un portrait dévastateur. La réponse internationale et sécuritaire se durcit avec une nouvelle posture offensive annoncée par les États-Unis pour contrer les gangs. Le système de santé haïtien, sous une tension extrême, entrevoit une lueur d'espoir grâce à un don majeur de la Banque interaméricaine de développement. Passons au développement de ces titres. D'abord, la crise humanitaire et le sort des enfants. La situation humanitaire en Haïti a atteint un point de rupture. La violence endémique des gangs armés plonge le pays dans une crise sans précédent dont les premières victimes de préférence sont les plus vulnérables. Les enfants, leur sort marqué par le déplacement, la faim et la peur, constitue un enjeu fondamental pour l'avenir même de la nation. Un nouveau rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, vient quantifier l'ampleur de cette tragédie. Le drame des enfants, avec 680 000 d'entre eux jetés sur les routes, un chiffre qui a presque doublé en un an, s'inscrit dans une tragédie nationale touchant plus de 1,3 million de personnes réparties dans une mosaïque instable de 240 sites de fortune. Les conséquences de ces déplacements forcés sur la vie des enfants sont catastrophiques. La scolarité de près d'un demi-million d'élèves est gravement perturbée, leurs écoles étant souvent transformées en abris. Dans plus d'un tiers des sites, le manque d'infrastructures de protection expose les enfants et les femmes à un risque accru de violence, d'exploitation et de maltraitance. Sur le plan sanitaire, la menace est également imminente.
environ 288 544 enfants de moins de 5 ans pourraient souffrir de malnutrition aiguë en 2025. La direction générale de l'UNICEF, la directrice de préférence, Catherine Roussel, a qualifié ces violences d'une ampleur terrifiante. Cette crise est directement alimentée par l'emprise des groupes armés qui contrôlent désormais plus de 80% de Port-au-Prince, ainsi que des axes routiers stratégiques et plusieurs communes dans les départements du Plateau central et de l'Artibonite. Face à cette situation, l'UNICEF lance un appel urgent à la communauté internationale pour renforcer l'aide vitale et garantir la protection des enfants déplacés. Maintenant, mobilisation internationale et développement sécuritaire. Et cet appel de l'UNICEF commence à trouver un écho, notamment sur le plan sécuritaire, où la communauté internationale durcit le ton. Les discours et les actions évoluent, passant d'une aide strictement humanitaire à des interventions plus directes. Ce changement de paradigme est particulièrement visible du côté des États-Unis. L'ambassadeur américain à l'ONU, Mike Waltz, a annoncé ce tournant stratégique avec des mots qui pèsent lourd et je cite « Contrairement au passé, nous allons passer à l'offensive. Lorsque des chefs de gang comme Barbecue déstabilisent une grande partie de notre région, juste au large de nos côtes. » Fin de citation. Cet engagement se traduit financièrement. Bien que Washington ait réduit sa contribution globale au budget de l'ONU, un montant de 85 millions de dollars est spécifiquement fléché vers le Bureau d'appui des Nations Unies en Haïti, BANU, B-A-N-U-H, et la nouvelle force de répression des gangs, FRG. La coopération internationale s'étend également à d'autres partenaires. Une rencontre s'est tenue entre de hauts responsables militaires haïtiens, dont le lieutenant-général Derby Guerrier, et des représentants des forces armées françaises pour échanger sur la coopération militaire et la stabilité régionale. Sur le plan interne, les autorités haïtiennes multiplient les efforts pour endiguer le flot d'armes. Les douanes à Port-au-Prince ont récemment saisi un lot d'équipements suspects dans un conteneur comprenant des uniformes, des tenues militaires et des équipements anti-drones, illustrant la lutte pour priver les gangs de leurs moyens. Mais cette lutte sécuritaire ne se fait pas sans conséquences. Le chaos engendré par la violence a poussé le système de santé au-delà de ses limites, créant une crise sanitaire qui requiert une attention tout aussi urgente. Maintenant, le système de santé au bord de l'effondrement et on verra un côté optimiste de l'affaire, une lueur d'espoir. Le système de santé haïtien est au bord de l'asphyxie. L'organisation Médecins sans frontières, MSF, alerte sur une catastrophe sanitaire imminente alors que la résurgence du choléra dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince vient aggraver un tableau déjà sombre. C'est dans ce contexte critique qu'une intervention financière majeure vient d'être annoncée, apportant une bouffée d'oxygène indispensable. La Banque interaméricaine de développement, la BID, a en effet approuvé une subvention de 100 millions de dollars pour aider Haïti à reconstruire ses services de santé essentiels. L'objectif est de rebâtir les capacités dans les 3 départements du Grand Nord. Ce projet ambitieux, qui sera mis en œuvre sur une période de 7 ans, vise à toucher directement 750 000 personnes avec une attention particulière pour les groupes marginalisés. Les actions clés incluent le renforcement des infrastructures, la numérisation des soins pour une meilleure gestion, ainsi que la prévention des maladies transmissibles comme le choléra et le VIH et non transmissibles comme le diabète et l'hypertension. Cette aide majeure vient appuyer les efforts déjà en cours sur le terrain. Le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, et l'UNICEF
ont récemment réaffirmé leur collaboration pour renforcer l'accès aux soins. Parallèlement, l'UMSPP lancera du 16 au 31 octobre une campagne nationale de dépistage du cancer du sein, une initiative cruciale pour la prévention. C'est la fin du 4e segment de nouvelles. Madame, Monsieur, restez branchés. Nous vous reviendrons après la pause. Madame, Monsieur, merci d'être resté jusqu'à présent avec nous. Vous êtes sur RGDE Nouvelles, l'info sans détour et une analyse objective. Nous sommes le vendredi 10 octobre 2025. Voici les principaux titres qui seront développés à ce 5e et dernier segment de nouvelles. La situation alarmante des enfants déplacés en Haïti, selon un nouveau rapport de l'UNICEF. L'écrivaine Yannick Lahens qui franchit une nouvelle étape vers le prestigieux Prix Goncourt. L'initiative du ministère à la condition féminine pour soutenir les enfants déplacés à la rentrée scolaire. Les nominations importantes de 2 représentants haïtiens au sein des commissions de la FIFA. La préparation intensive de la sélection nationale U17 en Espagne pour la prochaine Coupe du Monde. Le développement des nouvelles. Crise humanitaire, le sort des enfants déplacés. Dans un monde où les crises humanitaires se multiplient, il est de notre devoir de porter une attention particulière à l'impact de la violence sur les populations les plus vulnérables. En Haïti, ce sont une fois de plus les enfants qui paient le plus lourd tribut. Le constat est sans appel et la situation ne cesse de s'aggraver. Un rapport de SOS Enfants, publié par l'UNICEF, tire la sonnette d'alarme sur le sort des enfants haïtiens. Selon ce document, près de 680 000 enfants ont été déplacés par la violence au cours de l'année écoulée. Ce chiffre s'inscrit dans un contexte plus large, où plus de 1,3 million de personnes au total ont été contraintes de fuir leur domicile. La cause principale de cette crise de déplacement interne est une spirale de violence incessante, couplée à l'effondrement des services essentiels. Face à cette détresse, des efforts se concentrent sur le maintien des services essentiels, notamment l'éducation, pour apporter un soutien direct à ces enfants. Soutien à l'éducation, distribution de kits scolaires. Même au cœur de l'instabilité, la continuité de l'éducation demeure un pilier fondamental pour l'avenir des enfants, leur offrant un semblant de normalité et un espoir pour demain. C'est dans cet esprit qu'une action ciblée a été menée cette semaine. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, MCFDF, a procédé à une distribution de kits scolaires ce mardi 7 octobre 2025. L'événement qui s'est tenu à Delma 83, dans les locaux du Bureau de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, visait directement les enfants déplacés ainsi que plusieurs organisations de protection de l'enfance. L'objectif déclaré de cette initiative est de soutenir les familles les plus vulnérables et de faire respecter un droit fondamental, celui de l'accès à l'éducation pour tous les enfants, quelles que soient les circonstances. Du soutien local à la reconnaissance internationale, passons maintenant à une nouvelle qui met en lumière l'excellence de la culture haïtienne sur la scène mondiale. Yannick Lahens en lice pour le prix Goncourt. Le prix Goncourt est sans doute la récompense littéraire la plus prestigieuse et la plus convoitée de l'espace francophone. Pour un auteur, y figurer est une consécration. Pour un auteur haïtien, atteindre ce niveau de reconnaissance internationale est un événement d'une portée immense qui rejaillit sur toute une nation. L'écrivaine haïtienne Yannick Lahens poursuit sa route vers cet honneur. Son roman intitulé «
Passagère de nuit et publié aux éditions Sabine Westpiesset, figure désormais dans la deuxième sélection du prix Goncourt 2025. L'annonce officielle a été faite par l'Académie Goncourt ce mardi 7 octobre, marquant une étape significative pour l'auteur et la littérature haïtienne. De l'excellence individuelle dans le monde des lettres à la performance collective sur les terrains de sport, l'actualité haïtienne se distingue également sur d'autres fronts. Il a été annoncé un match important pour Haïti contre le Nicaragua ce jeudi 9 octobre. Eh bien, madame, monsieur, il y a une très bonne nouvelle de ce côté-là. Le match entre Haïti et le Nicaragua, comptant pour les qualifications CONCACAF à la Coupe du Monde 2026, s'est déroulé le jeudi 9 octobre 2025 à Managua, au Nicaragua. Haïti a remporté une victoire convaincante 3-0, on va dire, contre le Nicaragua, marquant ainsi sa première victoire dans le tour final des qualifications. Voici les détails des buts. À la 11e minute, Dukens Nazan ouvre le score d'un tir du pied droit de près pour Haïti. À la 35e minute, Danley Jean-Jacques double la mise, portant le score à 2-0 à la mi-temps. Et au temps additionnel, Louis-Cyrus Didson, encore pour Haïti, scelle la victoire avec le 3e but. Cette victoire permet à Haïti de prendre la tête du groupe C avec 5 points sur la différence de but devant le Honduras, également 5 points après un 0-0 contre le Costa Rica. Nazan, auteur d'un triplé lors du match précédent contre le Costa Rica, porte maintenant son total à 6 buts dans ses qualifications. Prochain rendez-vous pour Haïti, un match à domicile contre le Honduras lundi prochain. Restons encore dans le domaine du sport et parlons de 2 nominations en faveur de 2 personnalités haïtiennes à la FIFA et à la préparation du mondial U17. Après des représentants au sein des instances dirigeantes mondiales comme la FIFA est un enjeu stratégique majeur pour toute fédération nationale, lui permettant de peser sur les décisions et de promouvoir ses intérêts. Parallèlement, investir dans la préparation des jeunes talents est la clé de voûte de l'avenir du football national. Cette semaine, Haïti a enregistré des avancées significatives sur ces 2 plans. Reconnaissance internationale à la FIFA. Donc, le mardi 7 octobre 2025, la Fédération haïtienne de football, FHF, a annoncé la nomination de 2 de ses représentants au sein de commissions permanentes de la FIFA. Il s'agit de Patrick Masséna, secrétaire général de la Fédération haïtienne de football, qui siégera désormais au sein du comité du futsal, FUTSAL, de la FIFA. Madame Monique André, présidente du comité de normalisation, qui rejoint le comité des compétitions féminines des sélections nationales de la FIFA. Selon la Fédération haïtienne de football, ces nominations représentent une reconnaissance de l'engagement d'Haïti et une opportunité précieuse de renforcer la voix du pays dans la gouvernance du football mondial. Madame, Monsieur, passons à la météo et l'économie. Le point sur la météo, parce que les conditions météorologiques dictent une partie de notre quotidien, il est essentiel de rester informé. Voici les prévisions pour cette journée. Pour ce vendredi 10 octobre 2025, les conditions resteront similaires à celles de la veille. L'humidité résiduelle d'une onde tropicale, combinée aux effets du relief local, influencera le temps. Prévision pour Haïti, attendez-vous à quelques averses isolées qui pourraient être localement soutenues et orageuses sur la quasi-totalité du pays. En termes de température, les maximales se situeront entre 32 et 36 degrés Celsius, tandis que les minimales varieront de 22 à 26 degrés. Situation cyclonique, la tempête tropicale Jerry évolue sur l'Atlantique, mais
elle ne représente pas de menace directe pour Haïti. Son évolution reste toutefois sous surveillance. Éphéméride pour Port-au-Prince, donc le soleil se lèvera ce vendredi 10 octobre à 6h42 et se couchera à 18h29. Le taux du jour. Le taux de change est un indicateur clé de la santé de notre économie et un facteur déterminant pour le pouvoir d'achat. Voici le chiffre officiel à retenir. Pour la journée du jeudi 9 octobre 2025, le taux de référence publié par la Banque de la République d'Haïti BRH s'établissait à 130 gourdes, 70,01 centimes pour $1 américain. Madame, Monsieur, voici la liste des titres développés dans les 5 segments de nouvelles que nous avons présentés aujourd'hui sur RGDE Nouvelles pour ce vendredi 10 octobre 2025. On en a vu pas mal. Donc, au segment 1, politique et sécurité, retour symbolique de l'État, le Conseil des ministres se réunit au Palais national, mais sous haute tension alors que des tirs éclatent au Champ de Mars. Soutien international et scepticisme, les États-Unis livrent des véhicules blindés et durcissent leur ton. Mais un ancien diplomate tempère les espoirs d'un déploiement rapide de la force anti-gang. La terreur hors de la capitale, le gang Grand Griffe mène une attaque meurtrière à Liancourt, dans l'Artibonite, rappelant l'étendue de la crise sécuritaire. Au segment 2, corruption et justice, affaire de corruption présumée, l'ex-directeur de l'immigration, Stéphane Vincent, face au juge, nie en bloc les accusations de l'ULCC qu'il qualifie de partiales et plaide pour une réforme en profondeur de l'institution. Justice en état d'urgence, le rapport annuel du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dresse un diagnostic sévère du système judiciaire haïtien, miné par des obstacles systémiques et un manque criant de moyens. Au segment 3, économie et budget, le budget national de 2025-2026 adopté, le gouvernement donne son aval à un budget de 345 milliards de gourdes axé sur la sécurité et la stabilisation économique. Signe de redressement économique. Le ministère des Finances se montre satisfait des résultats de l'exercice fiscal précédent, évoquant une meilleure collecte des revenus et une plus grande rigueur dans les dépenses. Tension sociale et pause fiscale, face à la colère des ouvriers, l'État suspend le prélèvement d'une taxe sur les salaires dans la zone franche de la Côte-des-Vie. Au segment 4, nous avons vu la crise humanitaire, sécurité internationale et santé. La crise humanitaire des enfants en Haïti atteint un seuil critique. Un rapport alarmant de l'UNICEF dresse un portrait dévastateur. La réponse internationale et sécuritaire se durcit. Une nouvelle posture offensive annoncée par les États-Unis pour contrer les gangs. Le système de santé haïtien sous une tension extrême, une lueur d'espoir grâce à un don majeur de la Banque interaméricaine de développement. Et au tout dernier segment, nous avons vu humanitaire, culture et sport. Et il faut surtout souligner à ce 5e segment la victoire d'Haïti contre le Nicaragua 3-0. Sinon, la situation alarmante des enfants déplacés en Haïti, un nouveau rapport de l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. L'écrivaine Yannick Lahenz franchit une nouvelle étape vers le prestigieux prix Goncourt. L'initiative du ministère à la condition féminine pour soutenir les enfants déplacés à la rentrée scolaire. Les nominations importantes de 2 représentants haïtiens au sein des commissions de la FIFA. Madame, Monsieur, c'est tout pour ce bulletin de RGDE Nouvelles, l'info sans détour, une analyse objective. Merci de nous avoir accompagnés. Rendez-vous au prochain bulletin pour continuer à suivre l'actualité ensemble. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour soutenir notre mission, bâtir un pont d'information entre Haïti et sa diaspora. On se retrouve très bientôt pour d'autres nouvelles et histoires qui comptent. Restez connectés, restez fiers. Au revoir.